Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le mercato parisien, les vagues médiatiques du penalty gate et du match de ce week-end étant passé, retour aux sources pour les médias avec le mercato et sa gestion en interne parce qu'il y a division entre Galtier et Campos qui s'impatientent face à la fermeté d'Antero Henrique dans les négociations, que ce soit dans le sens des départs comme des arrivées. Évidemment, beaucoup me diront que le Parisien, Dominique Sévérac et la presse en général parlent de ça pour créer des problèmes là où il n'y en a pas et pour vendre du papier, mais je redirigerai ces personnes vers la conférence de presse de Christophe Galtier avant le match contre Lille où il a eu une déclaration lourde de sens envers Antero Henrique, tout simplement dans laquelle il dit que ça les pénalise sur le plan sportif. Il y a des joueurs qui doivent partir, qui ne sont toujours pas partis malgré leur accord qu'ils ont donné. Et bien sûr, 3 recrues annoncées début août par Christophe Galtier en conférence de presse qui ne sont toujours pas là à 8 jours de la fin du mercato. Concrètement, il n'y a pas trop de joueurs associés au club. Fabien Ruiz, ça patine, les départs idem. Pour les médias, et évidemment qu'on romance un petit peu tout ça et ça fait du bruit. La réalité, je pense, c'est qu'il y a quelques petites frictions en interne et il y a plein de points sur lesquels on va déboucher parce que c'est très intéressant. Bon, comme je l'ai dit, pour caricaturer, en gros, Antero, il saoule tout le monde parce que dans les négociations, il est trop dur. Il négocie pour 500 ou 1000 euros. Bien sûr, d'un côté, tu te dis, c'est bien parce qu'on a une réputation à se refaire, un fair play financier à respecter surtout. Et de l'autre, tu te dis, on va pas s'en sortir. Si on continue comme ça, il va absolument rien se passer. On a déjà loupé Skriniar pour une affaire de 15 millions d'euros, alors qu'on en a déjà calé 50. C'est un petit peu chiant. Et d'ailleurs, pour parler de Skriniar, j'aimerais faire un lien parce que franchement, Antero Henrique, il est drôle. Il est marrant. Ça a l'air d'être un bon vivant. Bien sûr, on sait comment le club fonctionne. Luis Campos a donc été nommé sur les conseils de Kylian Mbappé pour appuyer sa prolongation. Antero Henrique, lui, vient plus de l'environnement Doha. Alors, il a été impliqué dans le transfert d'Mbappé au PSG en 2017, avec Luis Ferrer notamment, mais concrètement, il n'a jamais quitté l'environnement qatari, et c'est plutôt de là-bas qu'il vient. Même s'il n'a pas de place officielle au sein du club, il a bien sûr un certain nombre de mandats pour vendre, et même sur les négociations en termes de recrutement. En gros, Luis Campos cible avec Christophe Galtier les profils, va discuter aux joueurs et leurs agents pour leur proposer, leur énoncer le projet sportif, leur faire adhérer évidemment à ce dernier, et derrière, celui qui propose, c'est évidemment Antero Henrique. Problème, il est trop dur. Bon, avec Skriniar, tu l'as vu, il a proposé 50 millions, pas plus. Et au final, on a perdu 2 mois. On arrive après la guerre, tous les défenseurs ont bougé, il n'y a plus personne de disponible sur le marché des transferts. Et on se retrouve avec Marquinhos qui te fait un gros match contre Lille, mais qui est fautif sur le but. Un Sergio Ramos qui paraît dépassé et les adversaires qui jouent de plus en plus sur son côté parce qu'ils ont clairement compris que si tu as un ailier un petit peu virevoltant et qui prend la profondeur, ça va vite être difficile pour lui dans les 1 contre 1. Et surtout, ça va limiter, brider Achraf Hakimi aussi. Donc, c'est compliqué. Antero, j'aimerais revenir à l'hiver, l'hiver 2019. L'hiver où tu pistes Gay pendant 15 jours, quand il était à Everton, pour au final te rabattre sur Paredes, le dernier jour du mercato, balancer 47 millions. Gay qui est une piste voulue par Thomas Tuchel. Au final, tu vois que Antero Henrique n'avait aucun problème de fond, parce que Everton demandait 30 millions, je crois, à l'époque. Derrière, il en balance 50 au Zénith Saint-Pétersbourg. Bien évidemment, j'ai l'impression que c'est quand même un bon filou qui, lorsqu'il ne veut pas du joueur, te fait traîner les négociations, te sort un masque de rat absolu pour, au final, aller chercher le joueur qu'il veut, ou plutôt le dossier sur lequel il va arroser le plus de copains. Parce que je suis pas sûr qu'à Everton, il ait beaucoup de contacts et beaucoup de mandats à donner. Alors qu'à Saint-Pétersbourg, évidemment qu'il en a donné. Là, pour cet été, Renato Sanchez, Galaxy Jorge Mendes, Vitinha, évidemment, Portugal. Là, il y a dû avoir des commissions de zinzin pour tous ses amis. Par contre, pour Skriniar, en Italie, à moins qu'il appelle Leonardo pour lui demander s'il n'a pas des amis à rincer, il a personne. Donc au final, pendant 2 mois, il a testé tous les restaurants de Milan et il va pouvoir les noter sur TripAdvisor. C'est tout. Skriniar ne viendra pas. Voilà, c'est assez embêtant. J'ai un petit peu grossi le trait, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et puis surtout,
Surtout, on parlait du penalty gate de Kylian Mbappé. Évidemment que cette affaire, il y a quelque chose derrière. Il y a un vrai mécontentement du joueur vis-à-vis du club. Est-ce que Mbappé a demandé le départ de Neymar? Je pense que c'est être mauvaise langue que de supposer que oui. Mais dans tous les cas, il y a eu des promesses. De fait, on connaît Nasser. D'abord, Nasser est quelqu'un qui fait beaucoup de promesses et qui au final les tient, bien sûr avec le chéquier. Mais quand il ne s'agit pas de ça, bah, c'est plus compliqué, tout simplement. Et de l'autre côté, on a eu Luis Campos qui a été nommé. Donc Ménard, qui est Julien Ménard, à la communication, ça n'a pas de problème. Par contre, Campos, là, tu vois ses limites en fait. Le garçon est juste conseiller sportif. Il a été nommé sur les conseils de Kylian Mbappé, mais Antero Henrique, c'est pas du tout Mbappé. Donc pour ce mercato, en fait, l'influence du joueur, bah, elle est un petit peu moindre. Parce que comme je disais dans une vidéo précédente, Luis Campos, lui, à la base, son mercato rêvé et celui qu'il aurait fait avec fonds limités et tout le bordel, c'était Tchouaméni, Skriniar et Lewandowski devant. Tu vois ce que je veux dire? Au final, on se retrouve avec aucun des deux. Aucun des trois, pardon. Aucun des trois. Et pourtant, il y en a 2 sur les 3 qui ont été le sujet de transfert. Bref, dans tous les cas, c'est assez compliqué. Il y a du coup des limites à poser sur la fameuse prolongation d'Mbappé. Bon, il y a des infos qui vont quand même dans notre sens. Hein. Herrera, par exemple. Voilà, Herrera. C'est vraiment une information typique Antero Henrique. Herrera, accord très proche pour la rupture, donc dans les 48 heures selon le journal L'Équipe, il ira ensuite à l'Athletic Bilbao. Voilà, alors il y a un club qui le veut, un joueur qui est sous contrat, mais pas d'indemnité de transfert en fait. Le club d'en face, le club paye pour faire partir son joueur puisqu'il va toucher une large partie du salaire qui restait. Bravo à Perrault. Bravo à Perrault qui a fait durer les négociations qui étaient dures pour au final gagner quoi? Rien du tout, puisque tu vas quand même payer le joueur une dizaine de millions d'euros pour le faire partir. Alors là, c'est franchement masterclass, surtout que, situation encore plus aggravante pour Antero Henrique, cet effectif qui est complètement surpayé et qu'il faut dégraisser, c'est par sa faute. Les Kerrer, les Paredes, alors Kerrer il a réussi à le revendre, mais rappelons que c'est lui qui a balancé 37 millions pour une année de contrat, alors peut-être que Tourelle, ok, en off, lui mettait une pression dantesque pour qu'il le signe. Leandro Paredes, c'est évidemment lui. Au final, bah, il est un petit peu bloqué, même si son départ n'est pas forcément à privilégier. Et puis Herrera, alors c'est bouclé par Leonardo, mais la majeure partie du dossier, c'est évidemment Antero Henrique en 2019, en juin. Bref, il devrait partir. C'est évidemment un bon point. Michu, c'est vrai qu'on n'en a plus trop entendu parler depuis les fameuses rumeurs de départ. Il était lié à Séville à la base. Ensuite, au retour de vacances, il ne s'était pas présenté et du coup, il y a eu remise à l'ordre de Luis Campos. Là, c'est Sunderland qui s'y intéresse. Négociation avec le PSG. On va voir ce que ça va donner. Si on peut faire 8 millions, pas de problème parce que là, au milieu de terrain, bon, c'est double pivot. C'est pas possible. Là, d'intégrer un Edouard Michu, ce serait un petit peu trop relevé pour lui le challenge physiquement et en termes de volume de course. Même si là, je pense clairement qu'au vu des rumeurs, en fait, en défense centrale, tu n'as aucun dossier concret. Et au milieu, tu commences un petit peu à multiplier les pistes d'un relayeur. Là, il y a un joueur, je crois, de Valence qui a été associé, un joueur de Serie A ce week-end. On a Fabien Ruiz, bien évidemment. Et en défense centrale, pas grand monde. Skriniar qui a abandonné. Donc là-dessus, mais je pense qu'il y a fort à parier sur un retour du système à 3 milieux et à 4 défenseurs un petit peu plus tard dans la saison, même si pour aujourd'hui ça marche. Fulham s'intéresse à Kurzawa. Bon, Kurzawa, il est gentil. Il disait à l'époque, je partirai pas avant celui qui m'a fait prolonger, en gros Leonardo. Maintenant, il est parti, ça urge. À toi de te barrer. Là, il y a une nouvelle direction sportive qui t'a clairement signifié qu'il ne voulait pas de toi. Tu dois aller chercher du temps de jeu. Tu rentres évidemment dans la case des mercenaires. C'est incroyable. Hein. Kurzawa, Draxler, Icardi et Herrera, c'est je crois les 4 pires. Même si tu as peut-être aussi Rafinha. Alors lui, Rafinha, il t'a pas coûté d'indemnité de transfert, donc c'est plus facile. Et il te coûte pas très cher en termes de salaire. Que Kurzawa, je crois qu'il tourne à 4 millions ou 5 par an. Hein. C'est absolument phénoménal. Bon bref, quelle en avance? L'équipe annonce que les négos avec Naples sont toujours là. La Gazzetta dello Sport, source italienne, a annoncé que le joueur et Naples voudrait un transfert libre, mais le PSG veut une indemnité. Et pour sa fameuse lombalgie, il a passé des examens. C'est sans gravité. Il reviendra sur les terrains du Camp des Loges en fin de semaine. Bref, mon point de vue est le même. Là, il y a vraiment une balance qui est très difficile à équilibrer. Parce que d'un côté, je veux que Keylor Navas parte. C'est un joueur de classe mondiale qui doit bien terminer sa carrière et qui ne doit absolument pas être B au PSG en fait. Tu peux pas... tu respectes plus en le faisant partir pour être numéro 1
qu'en le mettant sur le banc en tant que numéro 2 derrière Gigio Donnarumma. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans cette dimension-là, ok, mais de l'autre côté, ton numéro 2, si Keylor Navas part, c'est Sergio Rico. Bref, on ne cessera de rappeler qu'il a été recruté 6 millions par Leonardo, une de ses nombreuses erreurs, bien évidemment. Lui, de toute façon, il est au même rayon qu'Antero Henrique, même si Leonardo a son plus grand mérite, c'est évidemment d'avoir mis des titulaires dans cette équipe. Aujourd'hui, tu as Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes. Marco Verratti, c'était un petit peu plus l'émir qui s'y intéresse à l'époque que Leonardo. Mais voilà, Cavani, Donnarumma. J'oubliais Donnarumma, bien évidemment. Bon, Danilo qui a quand même un rôle depuis 8-9 mois. Mais bon, c'est un petit peu son seul mérite. Hein. Sinon, bon, c'est compliqué. Et Sergio Rico numéro 2, franchement, hein, le mec a été en prêt à Majorque. Il a encaissé, je crois, une trentaine de buts pour la moitié de matchs. Il était relégué numéro 2 en mai. Il s'est mis les supporters à dos. Le mec est arrivé en tant que passoire, véritablement. Personne en veut. Il n'a aucune piste. Numéro 2, ça me fait peur. Faut vraiment pas que Gigio se blesse. Hein. Alors, il est plus fiable que Keylor Navas, parce qu'en plus, Keylor, il a aussi le fait que il est un petit peu irrégulier. Hein. Par moment, tu pouvais te dire que c'était des blessures diplomatiques pour donner du temps de jeu à son pote Sergio Rico. Mais là, bon, ça ne l'est plus, hein, parce qu'il y a Donnarumma et je suis pas sûr qu'il lui fasse de cadeau, Keylor Navas. Mais dans tous les cas, bon, le Napoli, franchement, là-bas, il y a un beau projet. Il y a quand même une vraie identité, un club et surtout une ville qui vivent à fond le foot. C'est vrai que l'AS Roma, l'Inter Milan, le Milan AC, le Napoli, tout le football italien. Pour un joueur comme Keylor Navas, c'est cool d'aller finir sa carrière là-bas, dans de grosses ambiances, avec les supporters qui vont t'adorer, à moins évidemment que tu fasses de mauvaises performances. Bref, je voulais terminer cette vidéo avec un brouillon que j'ai depuis longtemps, Axel Disasi. Il était annoncé, je crois, la semaine dernière par Saber Defarge dans la shortlist de Luis Campos. Il a 24 ans, il mesure 1m90 pour 86 kg. Je vais vous donner mon avis parce que on se retrouve avec le même problème en fait. Skriniar plan A et des plans B qui sont à des années-lumière justement de Skriniar. Du coup, tu doutes. Tout simplement parce que tu te dis, est-ce que tu en as vraiment besoin? Il est estimé à 17 millions sur Transfermarkt, mais il a un contrat jusqu'en 2025. Il fait un bon début de saison, je crois qu'il est vice-capitaine à Monaco. D'ailleurs, on va l'affronter le week-end prochain. Et il serait évalué à 40 patates, ce qui est quand même un petit peu beaucoup. Bon, il est très agressif, mais il est aussi capable de mélanger cette agressivité à une très bonne lecture du jeu, une très bonne anticipation. Il est bon sur les changements de rythme, hein, malgré son 1m86, il est très puissant. Ça pourrait le différencier par exemple d'un Sergio Ramos qui aujourd'hui apparaît un petit peu dépassé par moment. Il sait s'adapter à l'attaquant d'en face. Par exemple, il va suivre un attaquant moins rapide qui touche plus le ballon. Il a une vraie intelligence de jeu. En gros, il a une vraie intelligence de jeu. Il est très très bon dans les airs. Ça, c'est important. Il sait couper aussi les circuits de passe. Parfois, il a des sauts de concentration. Donc ça, déjà que tu as le problème avec Marquinhos, j'insiste, et Presnel Kimpembe, si en plus tu t'en rajoutes un qui a les mêmes soucis, pas ouf. Il aime bien porter le ballon. Et il aime bien, voilà, sur les relances, être un petit peu à l'aise, casser le premier rideau. Mais les passes longues, bon, et c'est pas non plus le défenseur très très moderne qui va te sortir des passes longues du futur. Pour conclure, évidemment, encore une fois, tu recrutes quand même quelqu'un pour la sortie de banc, tout simplement. Alors qu'à 3, je pense qu'il faille un vrai titulaire de la classe mondiale, tout simplement. Aujourd'hui, en tant que défenseur à droite, dans l'axe droit, il n'y a personne, à part Benjamin Pavard au Bayern de Munich. Il n'y a absolument personne de disponible. À gauche, c'est un petit peu plus ouvert, mais tu as Abdou Diallo et surtout Presnel Kimpembe qui fait un très bon début de saison. Franchement, hein, c'est le meilleur défenseur central sur ce début de saison. Marquinhos est fautif sur le but qu'on prend sur un des deux buts à Montpellier et le but clairement contre Lille. Même s'il fait une prestation, encore une fois, solide ce dimanche. Et puis Sergio Ramos, bon, c'est cool qu'il enchaîne, on est très heureux pour lui. C'est un leader par la parole et par l'aura, c'est vrai qu'il dégage quelque chose. Mais il apparaît un petit peu dépassé par moments, notamment face à Bamba ce week-end. Bref, là, on est vraiment dans une impasse. Et je pense qu'il faut mieux terminer le mercato avec personne tout simplement, et faire avec Abdou Diallo, revenir à 4 derrière, parce que je pense que de toute façon, la recrue qu'on va faire d'ici au 31, ça va être un milieu de terrain. Pareil, en attaque, on voulait un attaquant, il n'y a aucune rumeur, zéro. Alors aujourd'hui, tes 3 de devant sont à fond, mais s'il y en a un qui se pète, Taiki Tike, Pablo Sarabia,
Et personne. Draxler à la limite. T'as Di Maria qui est parti, tu l'as même pas remplacé. J'aurais quand même voulu un ailier assez virevoltant à la Moussa Diaby. Parce qu'en fait, dans ton attaque, t'as pas d'ailier. Et 2, sur le côté, tu dépends trop de tes pistons en fait. T'as pas recruté quelqu'un qui va remplacer Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans leur registre. Donc s'il y en a un qui se pète, offensivement, tu perds tout ce qu'il t'apporte. Largeur, qualité technique, centre, finition et évidemment la confiance qu'ils ont. Donc, s'il y en a un qui se pète, la solution, c'est comme pour tous les postes, retour, défense à 4, milieu à 3. Et du coup, là, ça te manque un ailier, un vrai ailier. Bref, je pense que pour bien terminer ce mercato, il faudrait un milieu et un ailier virevoltant. Moussa Diaby, si je peux me permettre. Et puis, bien sûr, faire un gros coup, ce serait pas de refus. C'est vrai que recruter un joueur de classe mondiale comme Bernardo Silva, ce serait pas trop mal dans cet effectif que tu as globalement renforcé, mais en sortie de banc. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se dit à la prochaine, parce que cette semaine c'est tirage au sort, on va analyser tout ça, bien sûr, les phases de poule qui vont se jouer sur 2 mois et demi je crois, ça va vraiment être un sprint phénoménal, un vrai marathon. Ciao les amis.